Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va entamer la cinétique enzymatique. En fait, la description de la loi cinétique des ordres simples 0 et 1 que nous avons vu précédemment va nous permettre de pouvoir comprendre les différences que l'on peut observer avec la cinétique des réactions enzymatiques. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que la cinétique enzymatique. En fait, la cinétique enzymatique a pour objet d'identifier et de décrire les mécanismes des réactions enzymatiques en étudiant leur vitesse, c'est-à-dire leur évolution en fonction du temps. L'étude cinétique des enzymes permet en fait de déterminer les paramètres cinétiques des réactions enzymatiques, mais aussi d'analyser les différents facteurs qui peuvent avoir une action sur cette vitesse. La première étude théorique qui constitue la base de la cinétique enzymatique est due à Michaelis et Menten. Leur modèle est basé sur l'existence d'un complexe instable entre l'enzyme et le substrat, appelé complexe enzyme-substrat. Selon Michaelis et Menten, la réaction enzymatique se déroule en deux étapes et fait donc intervenir un intermédiaire réactionnel, qui est le complexe enzyme-substrat. Cet intermédiaire se dissocie par la suite pour donner le produit avec régénération de l'enzyme. Donc, les différentes étapes de la réaction catalytique de l'enzyme est la suivante. Donc, au début, le site actif d'une enzyme est libre. Le substrat qui a une forme complémentaire au site actif va pouvoir s'y lier. Ainsi, la formation d'un complexe ES va être effectuée. La réaction chimique va alors avoir lieu à l'intérieur du site actif, comme nous avons vu, et le substrat va se transformer en produit. L'enzyme libère par la suite les produits et le cycle peut ainsi recommencer. Si on regarde la représentation graphique des concentrations, que ce soit du substrat ou du produit en fonction du temps, alors, sur cette courbe, on peut définir quatre phases. On distingue une première phase très brève, qui est la phase préstationnaire. Donc, au début de la réaction, les molécules de l'enzyme et du substrat sont libres. Et durant cette phase, les molécules de substrat se lient avec les molécules de l'enzyme. Donc, la concentration du complexe enzyme-substrat va augmenter. Alors, en fait, cette combinaison enzyme-substrat est très rapide, ce qui laisse que cette phase est imperceptible en réalité. Une deuxième phase entre T1 et T2, nommée phase stationnaire. Alors si on regarde la courbe qui représente la concentration du produit en fonction du temps, c'est la courbe bleue. La phase stationnaire correspond en fait à une partie linéaire et croissante. Donc la quantité de produit formé est proportionnelle au temps. Alors, durant cette phase, presque toutes les molécules de l'enzyme sont occupées par des molécules du substrat. On dit que l'enzyme est saturée par le substrat. La combinaison ES est donc à concentration maximale et constante. Après, vous avez la phase post-stationnaire. C'est la phase entre le temps T2 et T3. Alors, durant cette phase, vous avez une diminution de la concentration du substrat qui est significative. Alors bien évidemment, la concentration du produit devient importante. La réaction inverse ou la réaction retour, c'est-à-dire la formation du complexe ES à partir de l'enzyme et du produit, commence à concurrencer la réaction qu'on mesure, c'est-à-dire la formation du produit à partir du substrat et de l'enzyme. Alors, au-delà du T3, donc si vous remarquez, la courbe devient parallèle à l'axe des abscisses. Donc il n'y a plus de transformation de S en T. En fait, un équilibre s'instaure entre la formation du produit et sa destruction. Alors, soit la réaction catalysée par l'enzyme E qui transforme le substrat en produit. Alors, si on suit l'apparition du produit en fonction du temps, alors on s'aperçoit qu'on a une courbe de type hyperbolique, c'est-à-dire que la vitesse d'apparition du produit n'est pas constante tout au long du temps de la réaction. Alors, comme nous avons vu, de cette courbe, on peut définir la vitesse de la réaction à chaque instant t, quand graphiquement, il s'agit de la tangente de la courbe au point d'abscisse t. Donc, la vitesse d'apparition de produit est très importante au début de la réaction, et de plus en plus que la réaction se déroule, il y a de moins en moins de produits qui apparaissent, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a moins de substrat disponible pour faire la réaction enzymatique. Alors, sur cette courbe, on va définir trois phases. Alors, on distingue une première phase qui correspond à une partie linéaire et croissante. Nous avons ici une proportionnalité entre la formation du produit et le temps.
Donc la vitesse de la réaction, elle est constante et maximale. C'est la phase stationnaire de la réaction. Donc ici, on ne peut pas voir la phase préstationnaire car, comme on avait dit, c'est une phase qui est vraiment très rapide et imperceptible. Alors dans la phase 2, la courbe c'est une curve, donc la vitesse de la réaction diminue progressivement, ce qui est normal car la disponibilité et la quantité du substrat baissent pour l'enzyme. Alors dans la phase 3, la courbe devient parallèle à l'axe des abscisses, donc la vitesse de la réaction est nulle, V est égal à 0. Ça correspond à un arrêt de la réaction, donc il n'y a plus de transformation de substrat en produit. Alors comme on avait vu auparavant, donc soit la réaction est totale et une fois le substrat épuisé, il n'y a plus de réaction possible, soit un équilibre s'instaure entre la formation de produit et sa destruction. Ce qui, là encore, se traduit par une vitesse de réaction qui est nulle. On pourrait tenir le même raisonnement avec la disparition du substrat. Donc on aura une courbe décroissante avec les trois phases, première phase, la deuxième phase et la troisième phase. Sauf que la variation de la concentration du substrat en fonction du temps est notée avec un signe moins, ce qui montre la disparition du substrat. Mais attention, la vitesse reste toujours positive. Donc n'oubliez pas d'ajouter le signe moins. Alors, si la vitesse de la réaction de transformation du substrat en produit n'est pas constante sur toute la durée de la réaction enzymatique, alors la question qu'on peut poser, à quel moment doit-on déterminer la vitesse de la réaction enzymatique? Alors, la vitesse d'une réaction enzymatique est généralement déterminée lorsque la vitesse de la réaction est constante et maximale. Cette vitesse est donc mesurée au tout début de la réaction. C'est ce qu'on appelle la vitesse initiale de la réaction, notée VI. Alors on va aborder la notion de la vitesse initiale et à quoi correspond-elle. Donc la vitesse initiale, comme on avait dit, c'est la vitesse tout au début de la réaction. Alors comme nous avons vu, la phase initiale est la phase préstationnaire. Il est très bref, donc la vitesse initiale sera donc la vitesse de la phase stationnaire. Alors la phase stationnaire, c'est une phase de la réaction où un nombre maximum de molécules de l'enzyme sont liées à des molécules de substrat. Donc le rapport enzyme lié sur enzyme totale est maximum. Donc la vitesse initiale est donc la vitesse d'intérêt mesurée lors de l'étude de la cinétique des enzymes. Du point de vue expérimental, alors pour la détermination de la vitesse initiale, qu'est-ce qu'on fait? Donc on trace la tangente à l'origine. Alors cette tangente correspond à la portion de la cinétique que l'on estime linéaire. Bien sûr, cette estimation visuelle dépend de l'expérimentateur. La pente de la tangente à l'origine de la cinétique D2P sur D2T s'appelle la vitesse initiale de la réaction enzymatique. Il est noté VI. Alors, regardons maintenant s'il y a une influence de la concentration substrat sur cette vitesse initiale. Alors pour cela, on fait varier la concentration du substrat pour une concentration en enzyme qui est constante lors des réactions enzymatiques. C'est-à-dire qu'on va réaliser plusieurs fois la même réaction avec des concentrations en substrat différentes, mais attention, avec une concentration en enzyme qui est constante. Donc ici, de S1 à S4, j'ai des concentrations croissantes en substrat. Donc la concentration de S1, elle est inférieure à la concentration de S2, elle est inférieure à la concentration de S3, qui est inférieure à la concentration de S4. Alors si on trace la courbe concentration de produit en fonction du temps pour chaque concentration de substrat, on s'aperçoit qu'il y a une influence de la concentration de substrat sur la vitesse initiale de la réaction. Si vous regardez sur la figure, alors la vitesse initiale VI1 de la courbe avec la concentration S1 est mesurée ici avec cette pente. Alors de même pour VI2 et pour VI3 et VI4. Alors donc on remarque que plus la concentration du substrat augmente, plus la vitesse initiale de la réaction est élevée. Alors sauf pour les courbes S3 et S4 où on a atteint une vitesse maximale. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les molécules de l'enzyme sont occupées par des molécules du substrat au niveau de la concentration S3. Alors, même si on ajoute du substrat, en passant de S3 à S4, on a augmenté la concentration du substrat. La vitesse reste inchangée
parce qu'il n'y a pas d'enzyme disponible pour catalyser la réaction. Alors rappelez-vous que nous avons travaillé avec une concentration en enzyme qui est constante. Alors donc, on constate qu'à partir d'une certaine concentration de substrat, la vitesse initiale de la réaction n'augmente plus. À partir de cette courbe qui représente la concentration du produit en fonction du temps, pour différentes concentrations de substrat, on a pu obtenir diverses vitesses initiales. Alors VI1, VI2, VI3 et VI4. Alors grâce à ces vitesses, on peut tracer la courbe VI, vitesse initiale, en fonction de la concentration de substrat. Donc pour la concentration S1, vous avez la vitesse initiale VI1. Pour la concentration S2, vous avez la vitesse initiale VI2. Pour la concentration S3, vous avez obtenu la vitesse initiale VI3. Et pour la concentration S4, vous avez obtenu la vitesse initiale VI4. Et je rappelle ici que VI3 est égal à VI4. Donc cette courbe-là, VI en fonction du substrat, est une branche hyperbolique. Donc lorsque la concentration en substrat tend vers l'infini, l'hyperbole se rapproche à son asymptote, qui correspond à la vitesse maximale de la réaction. Notez VI max. Alors, à la différence d'une réaction chimique d'ordre 0 ou d'une réaction d'ordre 1, pour lesquelles les vitesses en fonction de la concentration en substrat sont rappelées sous forme de deux droites en rouge, la vitesse d'une réaction enzymatique évoluera selon une relation hyperbolique et non plus une droite. La vitesse évoluera d'abord linéairement pour les faibles concentrations du substrat, puis tend progressivement vers une asymptote pour les fortes concentrations de substrat. Donc, si je récapitule, à faible concentration du substrat, la vitesse de la réaction est proportionnelle à la concentration du substrat, quand pour une réaction d'ordre 1, à forte concentration du substrat, la vitesse de la réaction est indépendante de la concentration en substrat, comme pour le cas d'une réaction d'ordre 0.